Fut un temps, le passage obligatoire des actrices et acteurs montant les jeunes étoiles qui voulaient devenir de plus en plus connus était la rom-com. Aujourd'hui, on peut presque comparer ça à des jeunes acteurs ou actrices qui vont vers des films Marvel ou des films de super-héros de manière générale, parce que premièrement c'est un genre très codifié et reconnaissable, que donc beaucoup de gens vont voir parce qu'ils savent à quoi s'attendre, qui caracole au box-office comme pouvait le faire la rom-com dans les années 90-2000, et puis surtout c'est un genre qui petit à petit est en train de s'essouffler, d'abord chez les critiques et même les aficionados du genre, et petit à petit au box-office je pense d'ici quelques années. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on ne voit plus vraiment ce genre de phénomène où on a beaucoup de jeunes stars ou même des personnes déjà confirmées qui font une rom-com de temps en temps. Je me suis posé la question récemment de savoir si c'était parce que le genre avait vraiment arrêté et était allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, ou s'il y avait d'autres raisons plus conjoncturelles, plus structurelles. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je réalisais que j'étais très intéressée par simplement l'histoire de la rom-com et comment est-ce que les femmes et les rom-com ont une histoire complètement liée dans le sein de l'histoire américaine. Parce que oui, on va se poser la question des rom-com aux États-Unis seulement, parce que sinon on y sera pour 400 ans, et surtout on va se questionner sur la place des femmes dans ce genre en particulier, que ce soit devant ou derrière la caméra, et comment est-ce que ce genre a fini par s'éteindre. Pour vous annoncer le sommaire des festivités, on va d'abord voir comment est-ce que c'est un genre très codifié, du coup on va voir qu'est-ce qui fait une rom-com véritablement, quels sont les gimmicks, les schémas qu'on peut revoir très facilement. On va aussi faire un petit historique du genre, donc revenir un peu sur la création de la comédie romantique, parce que depuis tout à l'heure je dis rom-com pour dire comédie romantique, et voir un petit peu comment est-ce que c'est un genre qui a évolué à travers l'histoire des États-Unis. Ensuite on va essayer de réfléchir au fait que c'est quand même des histoires souvent conditionnées aux femmes, que ça soit derrière ou devant la caméra, est-ce que c'est plutôt féministe ou pas du tout. Et puis on va s'intéresser à la mort de la rom-com en fait, comment est-ce que dans un certain contexte politique américain et puis simplement dans les mœurs, comment est-ce qu'on a fini par ne plus vouloir voir de rom-com et comment est-ce qu'elles se sont éteintes. Et pas seulement de ce fait là, il y a d'autres raisons, vous verrez plus tard. Et on finira sur où se tourner vers l'avenir et comment est-ce qu'on peut finalement décider si le genre de la rom-com a été un moment féministe ou pas, un peu comme ce que j'avais fait quand j'ai travaillé sur les films noirs et la place de la femme fatale. Je vous invite à regarder cette vidéo qui date déjà d'il y a 2 ans mon dieu, mais où je m'étais intéressée effectivement à comment est-ce que ces genres très codifiés ont souvent eu une place déterminante dans l'évolution de la représentation des femmes au cinéma, qui est quelque chose de toujours très intéressant à mon sens. Toutes les sources seront en description, vous pouvez vous y jeter dessus si ça vous intéresse pour voir davantage de choses, et évidemment je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo parce que c'était beaucoup de travail que d'aller chercher toutes ces sources et de me faire mon propre avis sur la question, c'était passionnant et je suis trop contente de pouvoir vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Parlons donc pour commencer de ce qui fait une rom-com. Qu'est-ce qui définit un genre, et ce genre en particulier qui est finalement très codifié, qu'on peut reconnaître très facilement. On parle donc de comédie romantique, c'est un film qui doit à la fois faire rire et nous donner envie de tomber amoureux, ou du moins nous faire tomber amoureux de l'écran, de ce qui se passe à l'écran. Et effectivement c'est quelque chose qu'on oublie souvent, ça doit tout autant faire rire que la partie amour. Et souvent le travers de certaines rom-com c'est justement de se focus pas assez sur la comédie et d'en faire quelque chose de beaucoup moins universel a fortiori, parce que rien n'est plus universel que la comédie. De ce fait on va abréger et entrer dans l'abstraction, et on va se retrouver généralement avec, et là je vais vous mettre quelques extraits pour vous illustrer tout ceci. Un meet cute, c'est-à-dire un moment où les deux personnages principaux se rencontrent, soit c'est l'amour instantané, pour l'un ou pour l'autre, soit ils se détestent et vont apprendre à s'aimer. Souvent c'est un couple hétérosexuel, en tout cas pour les rom-com de tous les âges d'or, où les deux personnages occupent un métier libéral. Tout le temps vous allez voir des personnages qui sont journalistes, architectes, travaillent en freelance dans quelque chose. Ils habitent dans une grande ville américaine, New York est omniprésent dans les rom-com, mais pas que, dans un appartement souvent ridiculement grand, même si on nous souligne que l'un ou l'autre des personnages peut avoir des soucis d'argent. Le film est du point de vue féminin, et on va y revenir. L'héroïne n'est pas parfaite parce qu'elle a souvent des défauts, de l'ordre de la maladresse ou parfois du cynisme, selon le type de rom-com. Il y a souvent des meilleurs amis à qui nos héros se confient, d'ailleurs ce sont la plupart du temps des personnes racisées, soit les personnes racisées du film. Les filles se confient au resto, autour d'un brunch, les garçons font du sport ensemble. A l'inverse, l'antagoniste est soit une femme concurrente, au travail ou pour l'amour de l'homme, ou un homme à éviter parce qu'il est toxique. L'amitié fille-garçon de la même orientation est souvent impossible, et on finit souvent le film sur une énorme déclaration d'amour qui arrive à la dernière minute dans un aéroport, au beau milieu de la route, sous la pluie, ou en tout cas en public. Il y a beaucoup d'humour qui repose sur des stéréotypes de genre, et parfois ça a très mal vieilli, mais l'attrait principal c'est qu'on croit à 1000% à l'alchimie entre ces personnes, on leur veut tout le bonheur du monde et on aimerait qu'ils finissent happily ever after ensemble.
Il y a évidemment des variantes, les meilleurs amis qui s'aimaient en fait depuis l'enfance mais n'osaient pas se l'avouer, la personne qui a fait le pari de réussir à séduire l'autre, les deux qui font semblant de s'aimer pour que quelqu'un d'autre y croit et finalement s'aiment ensemble, ceux qui vont seulement coucher ensemble en se disant qu'il n'y aura pas de sentiments et finissent ensemble quand même. Quoi qu'il arrive, à la fin, ils s'aimeront. Je pense que si vous reconnaissez la plupart de vos rom-coms là-dedans, c'est aussi que, encore une fois, c'est un genre très codifié. Quand on va voir une rom-com, on sait à quoi s'attendre et on n'y va pas pour forcément être surpris, mais pour être emporté dans ce qu'on voit. Et on va pas passer trop de temps sur l'historique du genre, mais si on y revient simplement, la rom-com ça existe depuis Shakespeare et Jane Austen, qui écrivaient, avant que ça soit adapté 1000 fois au cinéma et autres, déjà des œuvres empreintes d'histoires d'amour, parfois humoristiques, mais qui dans leur forme posaient déjà les codes de la rom-com qu'on a énoncés plus tôt. Donc si vous regardez les adaptations de Orgueil et Préjugés par exemple, celle de 2005 est la meilleure, on a deux personnages qui se détestent au début et vont apprendre à s'aimer au fil du film et à la fin ne vont pas se détester du tout et s'aimer et rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas exactement une rom-com parce que déjà c'est un film historique, mais une rom-com peut être un film historique, mais c'est aussi parce que ça s'appuie beaucoup plus dans le drame. Donc bref, là on rentre dans des conjonctures beaucoup trop spécifiques, mais dès les débuts du cinéma avec le muet, des films comme l'adorable Sherlock Jr. de Buster Keaton, que je vous recommande à 1000%, j'adore ce film, présentaient des histoires d'amour touchantes et sincèrement hilarantes. Le premier âge d'or arrive alors avec les années 30 et 40 et le cinéma parlant. On a les screwball comedies, c'est la grande dépression, les Américains veulent rigoler et s'échapper, ils veulent plus penser aux soucis et surtout pas aux problèmes économiques, donc on a des comédies qui mettent l'accent sur une parodie assez amusante de l'amour, alors que la comédie romantique traditionnelle met l'accent plutôt sur l'amour, et pas tant sur l'ironie et le sarcasme. On voit alors des stars comme Cary Grant, Gary Cooper, Eileen Dunn, Myrna Loy, Barbara Stanwyck, que des amours, ou d'autres devenir des pros du genre, et on a déjà là des gens qui sont identifiés comme des stars de la comédie romantique, même si évidemment des gens comme Cary Grant ont eu des carrières dans absolument tous les genres parce que c'est un génie et que j'adore Cary Grant. Bref, ces films sont très théâtraux, presque clownesques, mais posent encore une fois des codes qui seront repris pour la période de rom-com que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est celle de la fin des années 80 au début des années 2000. C'est aussi là que naît la comédie de remariage, où on a un couple en crise qui se sépare au début du film, et qui d'ici la fin du film va se remettre ensemble et va passer par plusieurs étapes de y en a un qui va en dater une autre personne, et ils vont finalement se rendre compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et ils ont toujours été faits l'un pour l'autre. Ce sont des films où les femmes ont la plupart des répliques comiques, ce qui n'était pas le cas à l'époque pour la plupart des comédies. Elles sont pleines d'esprit et de sarcasme, et leur point de vue est égal à celui de leur costard masculin, ce qui était encore une fois très rare à l'époque, et même encore aujourd'hui si on fait attention. Dès ce moment-là, des femmes scénaristes, le peu qu'on pouvait en trouver, écrivent de nombreuses rom-coms, et on approche ces films déjà d'un point de vue féminin. C'est un des premiers genres du cinéma américain où les femmes se voient représentées à l'écran comme actives, et non plus seulement passives, plus seulement des personnages secondaires, accompagnatrices d'épopées que vont vivre les hommes de leur côté. Elles ont vraiment leur poids et leur influence sur l'histoire vraiment principale du film. Je vous donne des exemples de films un peu en vrac, comme ça vous pouvez piocher dedans, ils sont tous géniaux, je les adore. It Happened One Night, The Awful Truth, Trouble in Paradise, My Man Got Free, Bringing Up Baby, Holiday, The Philadelphia Story, His Girl Friday, The Lady Eve, Ball of Fire, il y en a plein d'autres, je m'excuse pour le moment anglicisme. À partir des années 60, la levée du code de censure Hays et le changement majeur dans les mœurs de la société américaine permettent une libéralisation assez radicale du ton des rom-coms. On voit de plus en plus de rom-coms centrés sur le sexe, sans pour autant faire mention du mariage, ce qui est déjà révolutionnaire parce que c'était même pas imaginable d'avoir deux personnes qui dorment dans la même pièce alors qu'ils sont pas mariés. C'est évidemment très loin des fanfictions aujourd'hui, on en a conscience. Ceci étant dit, on voit aussi des couples de plus en plus atypiques, je pense notamment à Harold et Maude, qui est une rom-com que je n'aime pas particulièrement, mais qui a le mérite de proposer un couple qui est vraiment original, avec des différences d'âge assez intéressantes et genrées de manière compliquée. Je veux pas en dire plus, mais vous verrez. En entrant dans les années 70, la révolution sexuelle pousse à parler plus ouvertement de sexe. L'amour devient quelque chose qui n'est pas forcément pour toute la vie, on peut avoir une rom-com sur un certain temps. Et là je pense notamment à Annie Hall, qui est un film qui a le mérite de proposer une rom-com dans une période donnée. Les deux personnages principaux ne finissent pas forcément ensemble, mais on voit qu'ils se sont aimés très fort à un moment particulier, et c'est déjà énorme. Et d'ailleurs, Annie Hall gagne l'Oscar du meilleur film, ce qui est quand même énorme pour une rom-com. Les années 80 marquent la spécialisation du genre, on voit beaucoup de rom-com de lycée, donc un sous-genre, avec tous les films de John Hughes, et la décennie des années 80 se termine sur probablement la rom-com de toutes les rom-coms, à savoir Quand Harry rencontre Sally, film exceptionnel écrit par Nora Ephron, une des reines de la comédie romantique. Et jusqu'aux années 2000, c'est là qu'on voit des cinéastes comme Nora Ephron justement et Nancy Meyer, les deux principalement, qui sont véritablement aux manettes de tout le genre et qui dictent la voie à suivre et comment est-ce qu'on va faire les rom-coms sur les années à venir. Jusqu'à présent, les rom-coms sont de véritables succès au box-office, mais ils entrent dans la légende avec des acteurs et actrices qui sont vraiment reconnaissables parce que
Il et elle ont créé le genre et on lui ont rendu ses lettres de noblesse comme au moment de la comédie des années 40. Et là je vous parle de Hugh Grant, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Drew Barrymore, Kate Hudson, Jennifer Lopez, Sandra Bullock, Meg Ryan, toutes ces personnes-là qui sont vraiment identifiées comme les stars de la rom-com. Et c'est ici qu'on retrouve toutes les tropes, donc disons les schémas, les motifs récurrents dont on a parlé plus tôt, à leur apogée disons. C'est là où on a des films vraiment entièrement suivant le code dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avant toute chose, je vais vous citer certains des films de cette période qu'il faut absolument voir. On a 10 Things I Hate About You, Notting Hill, Pretty Woman, Four Weddings and a Funeral, Bride Wars, Maid of Honor, Bridget Jones, Made in Manhattan, How to Lose a Guy in 10 Days, Miss Congeniality, 50 First Dates, Music and Lyrics, The Proposal, Love Actually, The Holiday, My Best Friend's Wedding, 13 Going on 30, Clueless, Easy A et plein d'autres. Et puis on en a certains, et là c'est vraiment un moment full circle, qui reprennent des grands classiques de la littérature pour en faire des rom-coms. Je pense à Easy A, je pense à 10 Things I Hate About You, Bridget Jones, Clueless. Ce sont des vrais purs rom-coms qui s'inspirent de, par exemple, Shakespeare ou Jane Austen. À partir de la fin des années 2000, les succès se font plus rares, et à part l'occasionnel Crazy Stupid Love, on a très peu de films qui rassemblent vraiment. On parle de fatigue de la rom-com, parce qu'elles séduisent de moins en moins, elles sont de plus en plus prévisibles, et reposent beaucoup sur des stéréotypes qu'on n'a plus trop envie de voir. Comme je disais, c'est des films principalement centrés sur des relations hétérosexuelles normées, cis, blanches, tout ce que vous voulez. Pas tant que ça soit un problème, mais simplement on avait envie de voir d'autres façons d'aimer au cinéma, ce qui est complètement compréhensible. Dans les années récentes, la rom-com se spécialise davantage et on voit des personnages de minorités ethniques, de genre, d'orientation représentés dans des rôles principaux, comme Crazy Rich Asians, To All the Boys I've Loved Before, Someone Great, Love Simon, Bros cet été qui était vraiment génial, et des intrigues qui utilisent les mêmes formules, mais essayent de déjouer avec des films qui jouent des clichés des rom-coms justement, et essayent de sortir des codes vraiment nocif que peut parfois avoir le genre. On y reviendra. Et les plateformes sont notamment les plateformes de SVOD sont notamment de grandes actrices de ce changement-là. On y reviendra plus tard. Et on aime fuir à travers les rom-coms, suspendre son incrédulité avec plaisir pour voir des gens qui s'aiment fort à l'écran. Mais alors pourquoi est-ce qu'on conditionne ça aux femmes et pourquoi on en est arrivé à détester la rom-com et à considérer ça comme un sous-genre? L'amour c'est un truc de meuf. C'est féminin, c'est faible, ça ne sert à rien, il vaut mieux se concentrer sur les choses importantes de la vie, le travail. Vaut mieux être une girl boss et gagner plein d'argent, et de même, le romantisme c'est conditionné au féminin, tout ce qui a attrait au fait de s'imaginer des scénarios, pensez aux fanfictions, ou d'avoir des attentions et attentes quasi romanesques envers son partenaire de choix, tout ça c'est pour les filles. En fait, si on a commencé à juger la rom-com ridicule au tournant de la fin des années 2000, et plus généralement si avant ça on appelait ça un chick flick, donc littéralement un film de poulette, c'est lié au fait qu'on rabaisse souvent les intérêts que peuvent avoir les femmes, et ce depuis un certain temps dans l'histoire. Je vous invite par exemple, si ça vous intéresse, à vous plonger dans l'histoire des commérages. Qu'est-ce que ça veut dire le gossip et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est considéré comme très nocif et d'où ça vient au départ. En vérité, au-delà du côté formulaïque qui a fatigué le public, c'est surtout que les messages présentés dans les rom-coms ne plaisent plus et à raison. La plupart sont des véhicules de transmission de valeurs très arriérées sur le sexe et l'amour. L'ennui, c'est que ces rom-coms permettaient aussi aux jeunes femmes de voir un panel d'émotions qu'elles ressentent au quotidien représentées à l'écran. On a pour beaucoup grandi avec les rom-coms et on s'est construite par mimétisme ou au contraire en opposition aux rom-coms. On décide de les prendre comme un code de conduite à suivre, on rêve d'être ces personnages, ou alors on décide que c'est du grand n'importe quoi, et que c'est pas réaliste du tout, et que ça mérite de brûler en enfer. Personnellement, quand j'avais 14-15 ans, j'ai eu une grosse phase de rejet de tout ce qui pouvait être associé au féminin, qui pouvait me rapprocher de quelque chose de trop féminin, parce que j'avais intégré qu'être une fille, c'était être relou, que ça faisait plus de soucis et que ça se prenait trop la tête. Aujourd'hui, à mon vieil âge, 22 ans, je reconnais que les rom-coms, bah déjà j'adore ça, et que surtout c'était une grande partie de misogynie internalisée que j'avais depuis l'adolescence et l'enfance. Et pourtant, même si j'adore les rom-coms, je passe ma vie à décortiquer leur côté plutôt problématique, souvent sexiste, et à quel point elles peuvent être datées. Faire la part des choses finalement, comme avec toute œuvre qui est bien datée et ancrée dans une certaine époque, c'est apprendre à avoir un regard critique dessus et à pouvoir les apprécier tout en sachant débusquer le bon du mauvais, ou pas tant le bon du mauvais mais plutôt l'approprié à aujourd'hui et le moins approprié. C'est pas tant révisionniste et c'est pas tant anachronique que de regarder ces films là avec un regard d'aujourd'hui, c'est plutôt le faire avec une certaine bienveillance et pour voir tout le chemin qu'on a parcouru depuis, disons. In fine, on aime ça parce que c'est proche de ce qu'on vit à l'adolescence, la vingtaine, la trentaine ou même parfois plus tard dans de rares cas de rom-com qui représentent des femmes d'un âge plus avancé, disons. On aime ça aussi parce que franchement c'est sympa de voir des gens s'aimer à l'écran, et quand le casting est réussi et que l'alchimie prend entre les deux leads, c'est que du plaisir.
Enfin, on aime ça parce qu'on a tendance à l'oublier, mais dans rom-com, il y a com et donc comédie, et donc c'est drôle. Au-delà de simplement être dégoulinant d'amour, ça nous fait rire. Voir de l'amour et rire, comment dire que c'est la meilleure combinaison pour passer de bons moments. De même, on se laisse emporter par le mythe des hommes hétérosexuels présentés, qui sont souvent avec un ou deux défauts mineurs, mais qu'on est prêt à outrepasser, parce qu'en fait ils sont tout simplement parfaits, ils sont capables d'être proches de leurs émotions, d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment, d'avoir des discussions adultes et matures, et d'aimer la personne just as she is. No, I like you very much. Just as you are. Et tout comme les spectatrices visées sont d'abord les femmes, et bien historiquement, c'est aussi un genre où la proportion de femmes scénaristes ou réalisatrices est nettement plus forte que dans le reste des films du cinéma américain. C'est un truc de nana, on peut donc laisser ça aux nanas. Sauf que le résultat, c'est que, bah évidemment, vu que le point de vue féminin prime et que 99% des rom-coms des années 90-2000 sont du point de vue des femmes, même quand elles n'ont pas été écrites par des femmes, qui racontent ce qu'elles vivent et qui ne s'empêchent pas de ressentir leurs émotions et qui ne sont pas traitées comme des hystériques la plupart du temps. Ce qui est triste, c'est que c'est le seul genre ayant réussi au box-office et ayant été mené par des femmes. On ne donne pas de blockbusters aux femmes, à part les rom-coms qui ne sont même pas vraiment des blockbusters. On ne leur donne pas de comédie grand public, on leur donne rarement des films d'horreur grand public. Elles n'ont que les restes et les films indépendants qui sont pour autant très qualitatifs, mais qui ne permettent pas de donner une certaine visibilité au travail que certaines réalisatrices pourraient faire. Gare au faux pas, à la moindre petite erreur de parcours, plus jamais d'opportunité pour faire du cinéma, et je pense en ce cas-là à Ellen May, qui faisait pas du tout de rom-com, mais qui au bout de une erreur, et je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet, s'est fait presque blacklister d'Hollywood alors que c'était un de ses plus grands talents dans les années 60-70 et même après. Je lisais un article du New Yorker sur la question du prisme féminin sur les comédies justement, toutes comédies confondues, pas seulement les comédies romantiques, et la journaliste expliquait que les studios avaient une vision très binaire de la situation. L'article a 10 ans, mais tout est aussi pertinent aujourd'hui. Les hommes sont simples, qu'elle nous explique, et ne peuvent pas s'identifier à des personnages féminins, tandis que les femmes, elles, peuvent très bien s'accommoder d'un lead masculin, parce qu'ils sont universels. En fait, le personnage de base universel auquel tout le monde peut s'identifier, c'est un homme blanc hétérosexuel, parce que c'est ce qu'on a identifié comme étant la norme, la base, pas seulement au cinéma et dans la fiction, mais de manière générale dans la vie. Et la productrice Helen Hunt disait même à ce sujet que si on trouve autant de blagues homophobes dans les comédies masculines, c'est aussi parce que c'est une dynamique facilement identifiable, alors que les interactions entre femmes, beaucoup trop compliquées à comprendre. Évidemment, elle était sarcastique à ce propos. De même, si c'est une femme qui lead le film, il faut absolument que ça soit un film romantique parce qu'on ne peut pas imaginer une femme dans une autre situation que accessoire romantique d'un homme. Sinon, le spectateur masculin lâche et n'adhère pas à ce qu'il regarde. Et les studios ont cette idée gravée comme dans du marbre. Seuls les rom-coms échappent à ce prisme, et encore une fois, elles échappent pas vraiment au prisme non plus, puisque ce sont seulement des histoires d'amour. Certes des comédies, mais avant toute chose des histoires d'amour. Comme on l'a dit, c'est un genre de filles, et globalement, si vous remarquez qu'un objet culturel est dénigré et peu respecté, c'est souvent que c'est un objet culturel apprécié par des femmes, encore pire si elles sont jeunes. Prenez par exemple les fans de groupes musicaux, qu'on appelle donc les groupies, ça a toujours existé, ça a toujours été tourné au ridicule. Mindy Kaling en 2011 disait au New Yorker, dire que vous aimez une comédie romantique aujourd'hui, c'est concrètement une admission de stupidité notoire. Si vous aimez quelque chose qui est associé aux femmes, souvent, ça sera associé à du ridicule et à de l'idiotie, et de la bêtise en fait. Ça sera associé à ne pas savoir être assez intellectuellement fort pour apprécier autre chose. A l'inverse, pour contrer l'exemple des groupies, les jeunes hommes qui se construisent d'une manière assez similaire, hein, avec beaucoup de force, de véhémence et parfois d'hystérie, et j'utilise ce mot entre très gros guillemets, autour d'un club, d'un amour pour tel ou tel club de foot ou de que sais-je en termes de sport, ils seront jamais rabaissés au statut de groupie. Grandir, c'est se construire une identité autour de choses qu'on aime fort, éperdument, parfois à outrance, parfois trop, et parfois dans une dynamique presque toxique pour soi. Mais ça permet de se définir par rapport à ce qu'on aime, et c'est essentiel dans la construction d'une adolescente ou d'un adolescent ou de quiconque autre personne. Et tout cet aparté, c'était simplement pour signifier à quel point si les rom-coms ont aussi été signifiés comme quelque chose de bête historiquement, c'est parce que c'était lié aux femmes principalement. Et pourquoi c'était lié aux femmes principalement? Parce que là le serpent se mord la queue, c'est parce que historiquement les studios hollywoodiens n'ont pas voulu attribuer grand chose d'autre aux réalisatrices et aux scénaristes. Mais alors comment est-ce qu'on est passé de 4 à 5 rom-coms géniales par an au désert actuel dans lequel on est où on en a presque plus aucune? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 2000 pour provoquer la chute de la rom-com? Oui, je fais dans l'excès dramatique. Alors, je pense identifier 3 raisons majeures au fait que les rom-coms ont un peu disparu. Il y en a une conjoncturelle, une plutôt structurelle et puis une vachement plus naturelle. Oui, on dirait un plan de rédaction, il y a rien qui va, je structure comme je peux. Conjoncturellement, en fait, déjà, on a l'avènement de ce que j'appelle les rom-coms de garçons. Des gens comme Judd Apatow, Adam Sandler et les frères Farrelly juste avant ont commencé à créer des rom-coms qui s'adressaient aux hommes, c'est-à-dire... Et à partir de là, on a réalisé que c'était
non seulement pas juste un genre de meuf, mais en plus qu'avec les noms de pontes de la comédie américaine comme Sandler et Apatow, et ben en fait on pouvait avoir autant de succès que les rom-coms féminines, voire plus, étant donné que les hommes aussi s'y intéressaient. À partir de là, forcément, la rom-com classique du point de vue féminin a moins intéressé les studios. Et là, je vais être honnête, c'est là qu'on trouve le plus de blagues à base de no homo et de pou, les meufs sont chiantes, on comprend pas ce qu'elles veulent. Donc, pas merci Judd et Adam. Et à côté de ça, on a eu pas mal de films orientés pour les garçons, où encore une fois, les femmes étaient présentées comme la girl next door, c'est-à-dire la voisine sexy mais naturelle, drôle, mais comme un mec, mais capable de séduire quand il le faut, la voisine vraiment parfaite qui boit de la bière et mange des burgers et des pizzas parce qu'elle s'en fiche de sa ligne, mais qui en même temps est très mince, la fille qui... Enfin, aujourd'hui on appelle ça une pick-me, mais c'est aussi une appellation et une dénomination qui, du fait d'internet et que les choses changent très vite, évite de tomber dans la misogynie aussi, alors que c'est pas le but. Le but c'est d'être un maximum dans l'inclusivité de tout le monde. Tout ça pour dire que même si c'était un male gaze moins destructeur que celui où simplement on hypersexualise et on objectifie les femmes, ça reste un male gaze qui pose un regard sur les femmes qui sont complètement fantasmées et qui n'existent pas vraiment dans ces films-là. Moi je pense sincèrement au personnage dans There's Something About Mary, qui est joué par Cameron Diaz. Moi j'ai pas trouvé le film si drôle que ça, mais au-delà de ça, ce personnage n'existe pas dans la vraie vie. Et encore une fois, c'est une blonde nunuche, alors que dans la plupart des rom-coms, les femmes sont quand même pas des blondes nunuches. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir de là, les studios ont considéré que c'est l'homme qui avait le pouvoir décisionnel de la sortie culturelle, donc si on allait au cinéma en couple, c'est l'homme qui allait choisir quel film on allait voir, et à partir de là, il vaut mieux marketer envers les hommes. C'est très intéressant parce que au début d'Hollywood et puis même pendant l'âge d'or des studios, donc dans les années disons 30 à 60 pour être à la louche, et ben en fait le pouvoir décisionnel on considérait plutôt que c'était la femme qui l'avait, que ce soit la ménagère qui va faire les courses ou la femme qui va choisir quel film on va voir au cinéma. Donc c'est un paradigme qui a vraiment changé au fil des années et qui montre bien que c'est complètement en fonction des périodes et qu'aujourd'hui on market plus envers les hommes, mais ça a pas toujours été comme ça. Pas pour dire que c'était mieux avant, hein. Loin de là, on était beaucoup plus sexiste au cinéma avant. Side note, Judd Apatow a produit Bros et a réalisé The King of Staten Island, qui je trouve sont des très très bonnes rom-coms du point de vue masculin, particulièrement Bros qui est une rom-com queer faite par Billy Eichner et qui est vraiment très très drôle, je vous la conseille fortement. Et évidemment certaines des comédies d'Adam Sandler me font mourir de rire, donc je suis pas complètement binaire sur la question, tout n'est pas radical cette fois-ci, mais c'est simplement que c'est une des raisons qui font qu'on voit beaucoup moins de rom-com traditionnel. La deuxième raison est plus structurelle. En fait, entre le film indépendant et le blockbuster, il y a plus grand chose aujourd'hui. Si on fait le bilan des films qui sont sortis en salle ces 10 dernières années de production américaine, il y a un grand écart entre les tout petits et les énormes budgets. On ne trouve plus de films moyens produits ni au lance-pierre ni à coups de milliards, et en fait c'était dans cette zone grise de milieu que se trouvaient les rom-coms notamment, mais pas que par ailleurs. Ça c'est vraiment une raison structurelle de la disparition de toute une gamme de variétés de cinéma américain. Ce qui est intéressant, et on y reviendra en guise de conclusion, c'est que maintenant c'est surtout sur les plateformes et parfois la télévision qu'on retrouve ce genre de films de budget moyen et en fait les plateformes sont prêtes à investir dans des pelletés de ce genre de films par an, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ce sont des films en fait qui sont devenus doudous parce que comme il y a un stigmate autour d'aller voir une rom-com, en fait les gens ont moins la honte bizarrement de le voir chez eux, ce qui est compréhensible, et vu que ce sont rarement des films qui reposent sur leur son ou sur leur photographie ou sur la grandeur des images ou la longueur du film, et rarement on trouve une justification pour les personnes qui fréquentent les cinémas occasionnellement. Il y a peu de signification à aller voir ces genres de films en salle quand ils sont disponibles chez eux plus facilement. Et la troisième raison, c'est la raison plutôt naturelle, c'est l'essoufflement après le trop-plein de girl boss. Les rom-coms ne font plus rire, les gens ne trouvent plus ça intéressant et surtout on trouve qu'elles ne sont plus en phase avec les courants de pensée actuels, en tout cas dans certaines franges plutôt progressistes de la population américaine qui sont finalement celles qui vont voir le plus de rom-coms. En vérité c'est qu'on en a eu marre de l'homophobie, souvent latente, du fait que les rôles titres ne soient tenus que par des personnes blanches et de toutes les autres choses dont j'ai déjà pu vous parler, et surtout on en avait marre des girl boss. Et si je m'étale sur ce concept, on en a pour des heures, mais pour faire vite, la vague de féminisme des années 80-90 a fait que les femmes ont pu enfin have it all. C'est-à-dire à la fois gérer une famille, une vie sociale, un couple, un emploi à haute responsabilité et leur santé mentale, tout à la fois. Voir ça aujourd'hui c'est forcément un peu décourageant, surtout qu'on n'est plus du tout dans les mêmes paradigmes, on ne croit plus du tout en les mêmes choses. Pour tenter de se renouveler et de sortir de tous ces codes trop convenus, les rom-coms ont tenté de se déconstruire, de devenir conscientes de leurs schémas et de leurs motifs récurrents. Les personnages de rom-com ont maintenant, au sein même des rom-coms d'une manière un peu mise en abîme-esque, vu et grandi avec des rom-coms, et soit se sont construits en croyant dur comme fer que ça pourra leur arriver, soit au contraire sont devenus très cyniques.
Pour autant, ce qui plaît dans une rom-com, c'est justement le fait qu'on puisse s'oublier en les regardant. Oublier la réalité, le fait que c'est pas du tout réaliste, pour juste passer du bon temps. La sincérité et le charme, c'est peut-être les deux plus grands atouts d'une rom-com, à part l'alchimie entre les deux personnages principaux. Oublier ça et faire un film cynique où on a des personnages qui disent « Ah, évidemment qu'on a compris qu'on était dans une rom-com, vous êtes bêtes, vous, n'importe quoi, personne n'y croit plus. » Et ben en fait, ça c'est comme dans les comédies musicales quand un personnage dit « Ah, mais pourquoi tout le monde se met à chanter ?» C'est self-aware, certes, mais c'est chiant en fait. Ça rompt la suspension de crédulité du spectateur, ce qui est quand même un des points principaux quand on fait un film. Et puis surtout, de manière générale, ça gâche un peu l'expérience parce qu'on brise le quatrième mur. Il faut pas avoir peur du ridicule et de s'aventurer dans un genre très codifié et parfois moqué, parce que sinon on fait exactement comme les détracteurs du genre, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas au sérieux et on le décrédibilise. Même quand ça ne se finit pas bien, ce qui arrive, il faut quand même qu'on y ait cru, qu'on soit engagé dans le parcours du couple titre, sinon à quoi bon? Et si on n'y croit pas, c'est plus du cinéma. Et si on a peur des moqueries, bah en fait fuck it, profitez des films que vous faites, profitez des films qui vous font du bien au cœur, et on s'en fout un peu si quelqu'un trouve ça idiot, il est probablement jaloux. Toutes ces belles paroles pour en revenir à maintenant, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on se tourne si on veut voir une rom-com. Et bien il y en a quelques-unes qui réussissent encore à cartonner au box-office, comme Crazy Rich Asians il y a quelques années, Long Shot, The Hustle, Last Christmas, ou encore Ticket to Paradise plus récemment. Mais la plupart évoluent sur les plateformes de SVOD comme je le disais plus tôt. La peur du ridicule n'aide pas à ça et ajoute aux raisons de voir ce genre de film dans le confort de sa maison. Le changement le marquant de ces dernières années où les plateformes, Netflix en tête avec notamment leur Summer of Love l'été 2018 où ils ont sorti une flopée de rom-com, c'est surtout la diversification des typologies d'histoires d'amour. Histoires queer entre personnes de différentes ethnies et différents milieux sociaux sans que ça soit un marqueur trop fort et discriminant à travers l'histoire du film. Histoire où l'amour principal c'est celui de l'héroïne envers elle-même, etc. etc. La meilleure à mon sens, qui personnifie presque tous ces changements majeurs, c'est Someone Great sur Netflix et je vous laisse la découvrir. En vérité, les rom-coms qui fonctionnent le mieux encore aujourd'hui, ce sont celles qui créent avec amour et respect envers le genre. Ce sont celles qui traitent de leur sujet avec tendresse et charme, qui cherchent à créer un véritable lien et de l'alchimie entre les deux personnages titres. Celles qui sont écrites avec humour, parfois cynisme, mais jamais avec des blagues racoleuses qui visent les leads. On ne se moque pas de ses propres personnages. Ce sont des rom-coms faites avec autant de respect pour l'art que n'importe quel autre film, d'un autre genre tout autant codifié. Attention, je suis pas pour autant dans un monde de bisounours déconnecté des dynamiques de marché dans lesquelles on évolue. Évidemment que les rom-coms fonctionnent quand les studios veulent qu'elles fonctionnent. Pour autant, je veux croire en la bienveillance des femmes autrices, scénaristes, réalisatrices qui veulent amener de l'humour et de l'amour sur grand écran ou même petit écran aujourd'hui. Et comme dirait Roxane Gay, autrice féministe géniale, ce n'est pas que je crois réellement que Love Actually se passe dans la vraie vie comme Hollywood le prétend, j'apprécie en revanche un bon mensonge. Et pour finir, est-ce que la rom-com finalement c'est quelque chose de féministe ou pas? Bah comme tout genre cinématographique, la réponse c'est... ça dépend du film. Je dirais même ça dépend de la scène en fait. Ce qu'on garde, c'est surtout des scènes iconiques qui m'ont personnellement appris beaucoup de choses sur la vie, m'ont fait ressentir des choses dingues, les émotions parfois difficiles à contrôler, et puis tout simplement c'est fun. Et le cinéma fun, parfois ça me manque. Le cinéma sans prise de tête comme ça, qui pour autant se fout pas de la gueule de son public, ça manque. Parce que oui, on a encore des rom-coms aujourd'hui, mais rares sont celles qui ont encore un minimum de charme, que ce soit dans leur décor, dans leur localisation, dans leurs acteurs principaux, et c'est le genre de choses qui me manquent. Et on dirait que je suis en train de venir pour dire c'était mieux avant, peut-être un petit peu parfois, c'est mon minuscule côté réac, mais tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir des rom-coms de toutes les périodes, particulièrement les vieilles rom-coms des années 40 qu'on connaît peut-être moins aujourd'hui, et je vous souhaite de découvrir des films qui vont vous faire autant. C'est au montage que je réalise que j'ai été coupée, et honnêtement c'est pas plus mal parce que cette vidéo est déjà bien trop longue, donc je n'avais plus grand chose à dire quoi qu'il en soit, et j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, vous méritez une médaille. M'écouter parler pendant une demi-heure, c'est franchement du don de soi. N'hésitez pas à partager cette vidéo s'il vous a plu, et puis je vous dis à très vite. So much, at long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.